Bonjour à tous, dans la dernière vidéo, je vous avais promis une petite surprise. Et bien la voici. À la demande de certains, je vais faire une vidéo bonus toujours sur le thème du sport et de la propagande, mais en abordant l'Espagne franquiste. Allez, c'est parti. Par bien des aspects, la politique sportive franquiste va ressembler au schéma mis en place dans les différents régimes totalitaires. Tout d'abord, les franquistes cherchent à contrôler le sport dans toute l'Espagne. Le 22 juin 1941, Franco signe le décret de création de la délégation nationale sportive de la phalange traditionnaliste et des juntes offensives nationales syndicalistes. À partir de cette date, la mainmise franquiste sur le sport espagnol est faite. Ainsi, la DNS nomme les présidents, les vice-présidents, les comités de direction des différentes fédérations sportives nationales espagnoles, mais également les présidents et les vice-présidents au niveau régional. De plus, elle détient un droit de veto sur toutes les décisions prises par ces fédérations. Comme pour le fascisme et le nazisme, la jeunesse est l'une des cibles principales de la politique sportive franquiste. Dès 1940, le Front des jeunesses est chargé, je cite, de la formation physique, politique et prémilitaire de la jeunesse du pays. L'éducation physique est plutôt sexiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que les garçons pratiquent des exercices militaires pour les rendre durs et virils, les filles se cantonnent à la gymnastique suédoise ou rythmique, aux danses folkloriques du pays ou à des sports non violents comme le basket ou le volley. Mais quand on aborde les résultats, la comparaison s'arrête là. Voyez plutôt. Aux Jeux Olympiques, sur toute la durée de la période franquiste, l'Espagne ne remportera que 5 médailles, dont une en or. Il n'y a bien que le football de club avec les succès du Real Madrid ou le succès de quelques sportifs comme le cycliste Federico Bahamontes ou le tennisman Manuel Orantes pour s'illustrer. On est loin du bilan impressionnant du bloc soviétique. Deux raisons à cela. D'une part, Franco rechigne à dépenser le moindre argent pour le sport. Résultat, le pays souffre d'un manque cruel d'infrastructures. D'autre part, la compétence des dirigeants espagnols est limitée. En effet, sous la dictature, il est de bon ton de nommer aux postes les plus importants des anciens héros de la guerre civile en récompense des services rendus, et ce, qu'ils aient ou non une connaissance sérieuse du sport. Dans ces conditions, difficiles pour les sportifs espagnols de briller, et ce, malgré les efforts exagérés de la presse du pays pour embellir la réalité des résultats. 30 mai 1957, les 124 000 spectateurs du stade Santiago Bernabéu à Madrid exultent. Leur club fétiche, le Real Madrid, vient de conserver son titre de champion d'Europe en battant les Italiens de la Fiorentina 2-0. Amené par les trois plus grands footballeurs de l'époque, l'hispano-argentin Alfredo Di Stefano, le hongrois Ferenc Puskás et le français Raymond Kopa, tous les trois ballons d'or, la Casablanca restera sur le toit de l'Europe en conservant son titre durant les 5 premières éditions de la Coupe d'Europe des clubs champions. Les succès du Real vont avoir un retentissement tout particulier dans l'Espagne franquiste. D'une part parce qu'à l'époque, le football est le sport roi en Espagne. Les spectateurs se pressent par milliers dans des stades parfois gigantesques, comme le Camp Nou à Barcelone ou le stade Santiago Bernabéu à Madrid qui dépasse les 100 000 places. Comme pour les fascistes italiens, les franquistes l'ont bien compris, d'autant que pour eux, le football véhicule les valeurs traditionnelles masculines hispaniques et la virilité. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Espagne est isolée politiquement et considérée en retard économiquement. Elle a donc besoin de redorer son blason à l'international. Et quel meilleur vecteur que le sport pour cela. Or, comme je vous l'ai dit, les succès du sport espagnol sont rares. Il y a bien quelques victoires, comme celle des footballeurs espagnols à domicile lors de l'Euro 1964, après avoir battu en finale l'ennemi soviétique, mais l'importance de la compétition n'est pas le même qu'aujourd'hui. Le Real Madrid joue donc le rôle d'ambassadeur à part entière pour l'Espagne. Paradoxalement, si le football sert le régime, il permet à une certaine forme d'opposition d'exister, notamment à une époque où les revendications régionalistes en Catalogne ou au Pays Basque sont réprimées. Deux clubs sont particulièrement emblématiques de ce fait. Le FC Barcelone, il suffit de se rendre dans cette ville et de visiter le musée du club pour s'en rendre compte, et l'Athletic Bilbao, dont les joueurs ne peuvent être que d'origine basque.
Les deux stades de ces clubs deviendront des lieux de résistance passive lors de la dictature franquiste. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Real Madrid compte dans ses rangs, à la fin des années 50, les 3 plus grands footballeurs de l'époque. Et parmi ces 3, l'un se distingue particulièrement dans l'histoire du club. Par son palmarès notamment, puisqu'il est le seul à être présent lors des 5 premières victoires en Coupe d'Europe, mais également dans la trace qu'il a laissée dans le club. Il est fait notamment président d'honneur en 2000. Il s'agit d'Alfredo Di Stefano. Il faillit ne jamais jouer pour le Real Madrid. Pire, il était proche de porter le maillot du rival historique, le FC Barcelone. Je m'explique. Tout commence lors de son transfert. Nous sommes en 1953. Argentin, il joue pour le club colombien de Los Millonarios de Bogota. À l'époque, 2 clubs le convoitent, je vous donne en mille, le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais suite à un imbroglio en Amérique du Sud, il est nécessaire pour chaque joueur sud-américain souhaitant être transféré d'avoir l'accord préalable de son club. Pour Alfredo Di Stefano, il s'agit de River Plate, un club de Buenos Aires. Ainsi, le Barça négocie directement le transfert avec River Plate, tandis que le Real discute avec les Colombiens. Résultat, chacun obtient un accord et personne ne veut lâcher le morceau. À tel point que la FIFA, la Fédération internationale de football association, est saisie de l'affaire et doit jouer le rôle d'arbitre. Une décision surprenante est alors prise. Di Stefano devra changer de club chaque saison. Une saison avec le Real, une saison avec le Barça. Ce dernier n'accepte pas cet accord et Di Stefano fera la joie du Real Madrid. Seul ombre au tableau de ce grand joueur n'avoir jamais réussi à participer à une Coupe du Monde, que ce soit avec l'Argentine ou même avec l'Espagne dont il portera le maillot après sa naturalisation. Ah oui, j'allais oublier. Pour vous placer le bonhomme, Pelé et Maradona, ceux qu'on considère comme les plus grands footballeurs de l'histoire, le considèrent lui-même comme le plus grand footballeur de tous les temps. Federico Bahamontes voit le jour en 1928 près de Tolède. Cycliste, il connaît une brillante carrière durant les années 50, ponctuée notamment d'un Tour de France en 1959 et de 9 maillots de meilleur grimpeur sur tous les grands tours. Tour d'Espagne, Tour d'Italie et bien sûr Tour de France. Un palmarès qui aurait pu être pourtant bien plus conséquent. En effet, Bahamontes est aussi fort quand la route s'élève que médiocre quand elle descend. Ainsi, doué de capacités de grimpeur rarement égalées, il arrive à faire des différences chronométriques importantes en montée qu'il perd aussitôt en descente, se faisant parfois décrocher. Pour sa défense, une grave chute en début de carrière est à l'origine d'une certaine phobie en descente. Mais dans ces conditions, difficile de battre des coureurs comme les cyclistes français Jacques Anquetil ou Raymond Poulidor ou le luxembourgeois Charles Gaulle. L'un de ces Tours de France illustre parfaitement ses capacités de grimpeur hors norme. Lors du Tour de France 1954, il remporte le maillot de meilleur grimpeur en passant la plupart des cols avec une belle avance. Une avance telle même qu'il se permet au sommet du Galibier d'acheter et déguster une glace en attendant le reste du peloton. Le coureur expliquera son geste par sa volonté de ne pas jouer le classement général. Son talent en montagne lui vaudra son surnom, l'Aigle de Tolède. Si par beaucoup d'aspects la politique sportive franquiste se rapproche de celle des grands États totalitaires, les résultats sont bien moins comparables, faute de moyens financiers et de compétences. On est bien loin de l'âge d'or du sport espagnol de la fin des années 2000, ponctué notamment des succès de l'équipe nationale de basketball et de football, ou encore des victoires en tennis de Nadal. Mais cela est une autre histoire. Voilà, cette fois-ci le chapitre sur le sport et la propagande se clôt définitivement. J'espère que ce bonus vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt et en attendant, sportez-vous bien.